En toute vérité, un grand entretien de Radio Burkina avec un invité spécial tous les samedis et rediffusé les dimanches. Entretien réalisé par Charles Kendrebeogo. Mesdames, Messieurs, bonjour. En toute vérité, reçoit Laurent Kiboura, spécialiste en management des ressources humaines, des forces de défense et de sécurité dans la lutte contre le terrorisme. Il vient de publier un livre, Action de développement du système local de sécurité. Quel type d'organisation pour les services de renseignement et les services antiterroristes? Bonjour, Monsieur Kiboura. Bonjour. En voyant votre profil, on se demanderait pourquoi un spécialiste des ressources humaines en vient-il à s'intéresser au terrorisme? Bonjour, Monsieur Tendelbergo. D'abord, je tiens à remercier la RTV pour l'honneur que vous me faites en m'invitant sur votre plateau pour échanger sur le livre que j'ai écrit et qui parle des questions sécuritaires liées au terrorisme. Alors, pour revenir sur votre question, par rapport à mon intérêt en tant que spécialiste des ressources humaines pour la question du terrorisme, je dirais, comme vous le savez bien, toute connaissance est faite pour être mise au service du bien-être de l'homme. Et vous savez, le terrorisme est une menace pour le bien-être de l'homme, dans le sens où il constitue une menace pour sa liberté, pour son développement et même pour sa vie. Et dans un tel contexte, toute connaissance doit être mise au service de la lutte contre le terrorisme, y compris les connaissances liées à la gestion des hommes, c'est-à-dire la gestion des ressources humaines. Et comme je l'ai dit dans l'introduction de mon livre, si on regarde de manière superficielle, un fossé abyssal semble séparer la gestion des ressources humaines de la lutte contre le terrorisme. Pourtant, les deux concepts sont intimement liés, parce que vous savez, de la performance de l'un dépend l'efficacité de l'autre. Toutes les actions terroristes et antiterroristes reposent sur les hommes, donc il faudrait se pencher davantage sur la gestion des hommes. Mais en gérant les hommes, c'est juste surtout le côté administratif qui est surtout mis en avant. Et la lutte contre le terrorisme, c'est le terrain. Et comment vous arrivez à concilier les deux? La lutte contre le terrorisme est avant tout déployée par des hommes, selon une certaine méthode. Et c'est pour cela que j'insiste sur la gestion des hommes, notamment quelles sont les compétences qu'il faut développer face à ce phénomène. Est-ce que nous devons toujours continuer avec les méthodes anciennes ou bien nous devons nous adapter à cette nouvelle guerre asymétrique? Est-ce qu'il c'est question de formation aussi? Est-ce qu'il faut revoir les curricula? Bien sûr. Vous abordez aussi ce côté? Oui, bien sûr. C'est-à-dire, il y a plusieurs volets, mais commençons d'abord par le début, c'est-à-dire les recrutements. Voilà. Est-ce que les recrutements, à travers mon écrit, suite à mes enquêtes, il s'est révélé qu'il y a certains moments où les recrutements ne sont pas rigoureux. Les recrutements, pourtant, la menace terroriste demande un certain type de profil. Et pour cela, il faut revenir sur les recrutements pour définir les critères qui correspondent à ce genre de profil. Notamment, il y a encore d'autres aspects. Je dirais la formation que vous venez de souligner. Effectivement, la formation, par le passé, nous avons une formation commune pour ce qui concerne l'armée, la gendarmerie et la police nationale. Maintenant, face à cette nouvelle menace, vous voyez, les terroristes, ils combattent un peu comme dans le système de la guérilla. Voilà, ils se déplacent en petits groupes mobiles, ils frappent rapidement et puis ils s'éclipsent. Est-ce qu'on peut aligner des chars? Est-ce qu'on peut aligner des connaissances globales et générales face à cette menace? Je dirais non. Il faut former les gens, il faut former les forces de défense et de la sécurité sur des modules qu'il faudrait définir et qui sont adaptés à ce type de combat. Si je comprends bien, l'armée traditionnelle est en train d'être dépassée. Il faut inventer une nouvelle armée et une nouvelle riposte face à ce phénomène qui est nouveau. Oui, il semble bien sûr que l'armée semble être dépassée, mais je ne dirais pas que l'armée traditionnelle. Voilà, l'armée traditionnelle, bon, avec des troupes, oui, des parce que nous ne sommes pas dans une c'est pas une guerre conventionnelle. Voilà, c'est pas une guerre conventionnelle. Donc c'est bien vrai. Et je les félicite beaucoup. Nos forces armées
armées font beaucoup d'efforts et face à cette menace. Il y a récemment, il y a eu la formation, qui a été initiée par les partenaires du Burkina, notamment la France, les États-Unis et la Belgique et puis quelques autres pays qui concernaient les pays du G5 Sahel. Et lors de cette formation, nos éléments ont reçu des compétences pour mieux faire face à la lutte contre le terrorisme. Il y a un phénomène sur lequel je voudrais qu'on évoque un peu ce sujet. Il y a les questions de mines antipersonnelles qui semblent être un tabou parce que ce sont des armes déclassées et pourtant utilisées au nord par les terroristes. Comment aujourd'hui peut-on faire face à ça? Parce qu'il n'y a plus de formation là-dessus. Je dirais que dire qu'il n'y a pas de formation là-dessus, c'est pas exact à mon avis. Oui. Parce qu'il existe bel et bien des formations. Il y a des spécialistes en engins explosifs, il y a des spécialistes en déminage et même à Bamako. À Bamako, l'armée française a établi un laboratoire où ils analysent, ils étudient ces mines artisanales que les terroristes utilisent pour comprendre comment faire pour mettre en place la riposte. Je dirais que les spécialistes de la question sont en train de réfléchir sur comment faire pour parer à cette nouvelle menace aussi qui est là, qui est utilisée par les terroristes pour en nuire encore davantage. Mais pourquoi vous êtes intéressé à la gestion des hommes de l'armée? Et parlant de la gestion des hommes de l'armée, vous savez que de nos jours, il est reconnu que la lutte contre le terrorisme n'est pas une question militaire. Mais je tiens à souligner quelque chose. Il ne faudrait pas qu'on perde de vue qu'avant tout, les forces de défense et de sécurité ont leur place dans la lutte contre le terrorisme. Et je m'explique. Une fois que vous épuisez tous les recours pour lutter contre le terrorisme, le dernier rempart qui reste, ce sont les forces de défense et de sécurité. C'est-à-dire si les renseignements n'arrivent pas à anticiper et que nous nous retrouvons face à une situation, il est clair que nos forces de défense et de sécurité, c'est eux qui peuvent nous sauver. Et nous avons vu le cas sur Kwame Nkrumah, nous avons vu le cas sur plusieurs théâtres, où nos forces et les armées ont intervenu, ont riposté. Bref, donc je dirais que c'est pour cette raison que je me suis intéressé, aux forces de défense et de sécurité, qui sont un peu la colonne vertébrale, sur laquelle repose la lutte contre le terrorisme concrètement sur le terrain. D'habitude, on dit que c'est la grande muette. Vous êtes arrivé à mener une étude, à aller sur le terrain par rapport à comment vous vous êtes pris. Oui, je reconnais que la grande muette, c'est un titre vraiment mérité par l'armée. Parce que ça a été la croix et la bannière pour obtenir la collaboration des forces de défense et de sécurité. Ça a été un travail de longue haleine et il a fallu vraiment insister, persévérer et je dirais qu'en dépit de cela, la collaboration a été très difficile. Les informations, j'ai dû les compléter à travers les colloques, à travers les forats qui se sont passés où il y a beaucoup de spécialistes qui viennent et qui discutent et lors de ces discussions, il ressort les problèmes liés à la gestion des hommes, les problèmes liés à la lutte contre le terrorisme. C'est grâce à cela et un peu à la documentation que j'ai vraiment pu réaliser ce travail. Beaucoup dans cette lutte-là contre le terrorisme pointent du doigt le manque d'équipement et de moyens financiers. Le G5 Sahel peine à décoller par manque de moyens, mais pour vous, il faut mettre l'accent sur la gestion des ressources humaines. Oui, c'est bien sûr. Vous voyez, comme je l'ai dit, l'arme ne doit pas cacher la forêt. Les problèmes financiers, les problèmes d'équipement sont bien réels. Mais il ne faudrait pas perdre de vue la gestion des hommes concrètement. La gestion des hommes, est-ce que les hommes qui sont mobilisés pour lutter contre ce fléau, est-ce qu'ils sont bien gérés? Quand on dit est-ce qu'ils sont bien gérés, c'est à ce niveau, moi je dis, il n'y a pas de mauvais militaires, il n'y a pas de mauvais policiers, il n'y a pas de mauvais gendarmes. Ça dépend de la manière dont vous utilisez le militaire, ça dépend de la manière dont vous utilisez le gendarme, ça dépend de la manière dont vous utilisez le policier. Si vous le mettez là où il faut pas, il va sans dire que ça va pas marcher. Donc moi, ce que j'aimerais dire, il faudrait pas qu'on passe le temps à dire on n'a pas de moyens, les équipements sont défaillants, c'est bien vrai.
Voilà, c'est bien vrai, je ne peux occulter cet aspect, voilà, mais je crois qu'il faut voir la gestion des hommes. Et vous savez, la loi de programmation militaire votée par l'Assemblée nationale récemment, il a été voté plus de 600 milliards, voilà, pour renforcer les capacités de l'armée. Voilà, mais posez-vous la question, comment sont utilisés ces 600 milliards? Voilà, une chose est de donner l'argent, une chose est de voir comment cet argent est utilisé. Voilà, pourtant, nous savons tous que dans nos armées, dans la sous-région, les armées sont corrompues. Et il faut revenir sur la gestion des hommes. Voilà, mettre des hommes qui vont faire une bonne utilisation de ces fonds. Et je dirais que c'est à ce niveau vraiment que la gestion des ressources humaines trouve tout son sens. Sur le terrain, souvent, on trouve 3 ou 4 forces ensemble. Il y a la police, la gendarmerie, il y a l'armée qui est là. Et souvent, ça ne fait pas trop sur un théâtre. Oui, bien sûr, mais vous voyez, il faut comprendre cet état des lieux. Ils sont tous dévolus à la sécurité et à la défense. Donc, face à un problème, bon, c'est bien, c'est clair que chacun va venir pour apporter sa contribution. Voilà. Sinon, il faudrait effectivement une définition claire des tâches, voilà, qui fait quoi, quand et où. Voilà, pour éviter, parce que souvent ça engendre des frustrations, voilà, ça engendre des rivalités. Nous connaissons tous les rivalités qu'il existe entre police et gendarmerie. Voilà, pourtant ils luttent pour les mêmes causes, c'est-à-dire ils ont les mêmes objectifs. Voilà, donc je crois que dans la gestion, il faudrait éviter de mélanger, voilà, de mélanger les choses et de définir vraiment chacun selon son rôle, quoi. C'est une guerre asymétrique, M. Laurent Kiboura, que nous recevons. C'est une guerre asymétrique où l'ennemi est invisible. Dans la guerre conventionnelle, le nombre fait la force. Puisqu'ici, la théorie du nombre a montré ses limites. Qu'est-ce qu'il faut changer dans l'approche? Oui, vous savez, le terrorisme est encore appelé la défaite du vainqueur. Voilà, pour illustrer le fait que malgré le grand nombre des hommes et des armes dans les armées conventionnelles, voilà, les terroristes, malgré leur nombre inférieur, arrivent à infliger des coups vraiment cinglants à ces armées. Donc, je pense que dans ce contexte, il est clair que ce n'est pas le nombre qui fait la force. Vous savez, comme le dit le manuel de l'art de la guerre, en cas de conflit, de guerre ou d'affrontement, la force militaire doit s'adapter au contexte et être à l'avance informée sur les intentions de l'ennemi, c'est-à-dire ses forces et ses faiblesses. Et pour cela, aucun effort ne doit être ménagé pour recueillir l'information. Les terroristes savent bien tirer profit de ce principe. Leur stratégie est adaptée au contexte où une guerre conventionnelle ne serait que suicidaire pour eux. Et ils sont très bien renseignés. C'est pourquoi, aussi insolite et inattendu que cela puisse vous paraître, pourquoi ne pas combattre les terroristes avec leur propre stratégie, du moment que jusqu'à présent leur stratégie porte des fruits. C'est pourquoi je dis que la gestion des ressources humaines doit être adaptée à cette guerre asymétrique où les recrutements, les formations, les équipements, les compétences doivent être en adéquation avec cette nouvelle donne. Est-ce que vous pouvez revenir un peu? Comment on peut utiliser leur stratégie pour les combattre concrètement sur le terrain? Concrètement sur le terrain, nous n'avons pas besoin d'un grand nombre, voilà, d'un grand nombre de militaires, d'un grand nombre de policiers, d'un grand nombre de gendarmes, voilà, pour lutter à certains niveaux contre les terroristes. Vous voyez bien, si nous prenons le cas des unités, par exemple, des unités comme l'UGGN, ou bien des unités comme l'UIPPN, quand ils descendent sur le terrain, c'est un petit nombre, mais très très bien formés, dense, voilà, oui. Très dense, ce sont des soldats d'élite vraiment. Donc, moi je pense que ça, c'est une stratégie ou bien c'est une manière de combattre qui est beaucoup utilisée par les terroristes, c'est-à-dire des petites unités mobiles, voilà, qui peuvent se déplacer facilement et rapidement et avec un équipement, pas forcément des équipements lourds, pas forcément des chars ou bien des trucs, mais avec vraiment des équipements qui les permettent d'être très mobiles. Donc, parlant d'utiliser la stratégie des terroristes eux-mêmes, c'est pour revenir à cette manière de les combattre. Voilà. Pour les combattre, nous n'avons pas besoin d'aligner des centaines ou bien des milliers de personnes. Voilà. Il faut aller aussi par petits nombres, voilà, par des nombres et des unités très mobiles. Prenons l'exemple, par exemple, des postes frontaliers. Voilà. Au niveau du Nord, ces postes qui sont là, qui sont souvent attaqués par les terroristes, pourquoi ne pas
aller sur parce que les terroristes se déplacent, voilà, les groupes terroristes se déplacent. Aujourd'hui, ils sont à tel point, demain ils sont à tel autre point, après demain ils sont à tel autre point. Pendant que nous, nos forces sont statiques, voilà, figées. Voilà, figées. Donc, pour les attaquer, quelle que soit leur barricade, quel que soit leur rempart, ils sont des cibles plus ou moins faciles, voilà, par rapport à s'ils se déplaçaient un peu comme ces groupes terroristes, ils changeaient de position à tout moment. Cela aussi permettrait on voit que ce sont des motos qui sont utilisées, ce ne sont plus des chars, c'est des motos, Oui, les motos, oui. Bien sûr, parce qu'on dit c'est le terrain qui commande la manœuvre. Au niveau du Sahel, il y a des pistes où des véhicules ne peuvent pas emprunter. Voilà, notamment pendant l'hivernage. Pendant l'hivernage, il y a des chantiers que les véhicules ne peuvent pas utiliser. Donc, pour cette raison, ils sont obligés d'aller à moto. Et actuellement, nous sommes en train de voir que la tendance pour les terroristes, c'est de faire des attaques avec des motos qui sont peut-être plus pratiques pour eux. Je rappelle que nous recevons pour vous Laurent Kibora, spécialiste en management des ressources humaines des forces de défense et de sécurité, qui vient de publier un livre sur le terrorisme. Dans le cas de Burkina, la jeunesse des troupes sur le terrain avait été critiquée après l'attaque de Nassumbu. Est-ce que cela peut se justifier? Le manque d'expérience peut être vu comme... Oui. Vous savez, ce qui se passe chez nous, se passe ailleurs aussi. Voilà. Dans l'analyse, par exemple, de l'attaque du convoi militaire américo-nigérien, récemment à Tango, oui. Voilà, nous voyons que il y a eu une bavure. Bon, quand dire une bavure, mais c'est plutôt une erreur des soldats américains, voilà, qui a occasionné qu'ils soient massacrés, puisqu'il y a 4 soldats américains qui sont morts et 5 soldats nigériens, voilà. Et la raison a été chaudement débattue même au Congrès aux États-Unis. Voilà. Et les sénateurs, vraiment, s'en sont pris aux forces, comment dire ça, à la haute hiérarchie militaire, du fait qu'ils ont envoyé des jeunes inexpérimentés sur le terrain. Voilà. Maintenant, pour revenir sur le cas de Nassumbu, effectivement, on a constaté que vraiment ceux qui sont tombés, ils étaient ils étaient très jeunes. Voilà, ils étaient très jeunes. Mais il faudrait aussi comprendre souvent les raisons de certaines situations. Vous savez, la lutte contre le terrorisme, c'est un phénomène nouveau pour le Burkina. Voilà, donc automatiquement, on ne peut pas avoir des gens bien formés, bien aguerris pour faire face à ce problème. Nous ne sommes pas comme l'Algérie où bien il y a bien d'autres pays qui sont vraiment expérimentés. Voilà, c'est-à-dire eux ils ont eu le temps de développer les compétences, de s'adapter. Voilà, mais le Burkina, il faudrait être je pense pour ma part, voilà, il faudrait comprendre depuis longtemps un havre de paix. Voilà, un havre de paix. De ces attaques, et c'est depuis 2015 que le phénomène est arrivé. Oh, tout à fait. Oui. On semble avoir été un peu surpris par cette avancée du terrorisme sur le sol burkinabé. Oui, non, effectivement, nous ne pouvons pas dire que nous avons été très surpris parce qu'on voyait ça chez nos voisins et il était clair que d'un jour à l'autre, ça allait arriver au Burkina. Voilà, donc, mais néanmoins, nous sommes très jeunes dans l'expérimentation de ce nouveau phénomène. Donc, il faudrait avoir beaucoup d'indulgence et de compréhension, voilà, vis-à-vis des forces de défense et de sécurité, vis-à-vis des autorités, voilà, et surtout les soutenir, voilà, soutenir les forces de défense et de sécurité, et éviter les critiques un peu stériles et qui nous avancent pas. Pour un directeur des ressources humaines, puisque c'est votre spécialité, vous avez fait la gestion des ressources humaines, vous êtes allé côté armée. Qu'est-ce qui peut changer dans la gestion des hommes? Oui, parce que d'habitude on vous voit dans le bureau de l'administration publique en train de gérer les hommes, mais cette fois-ci vous parlez de gestion des hommes de l'armée.
Oui, bon, vous voyez, pour être, je ne sais pas comment je vais vous expliquer cela, la gestion des ressources humaines, c'est-à-dire ça s'applique sur tous les terrains. Même ici, au niveau de la presse, la gestion des ressources humaines a son sens. Voilà, il faut développer les compétences des gens, il faut les former, il faut les motiver. Donc, dans ce cas précis, j'ai voulu mettre mes connaissances au service de mon pays. Voilà, ça peut être vu comme du patriotisme, ça peut être vu comme un engagement personnel. Voilà, mais je pense que la gestion des ressources humaines a beaucoup à apporter vraiment dans cette lutte contre le terrorisme. Voilà. Mais l'armée déjà qui est une structure organisée avec un commandement où déjà c'est la hiérarchie qui dirige les choses. Quelqu'un directeur de ressources humaines peut bien... tout à fait. Oui, bon, ça c'est bien vrai, mais vu de cette manière, je pense qu'il faudrait aller dans le fond. Voilà, parce que tous ces commandants de la hiérarchie militaire, les autorités, ils sont tous des directeurs des ressources humaines. Voilà. Toute personne qui a un commandement et dans ce commandement qui gère des hommes est comme un directeur des ressources humaines. Et vous savez, souvent les problèmes organisationnels, les problèmes de performance viennent de comment les hommes sont gérés, ça vient de comment les hommes sont managés. Donc, disons que, en tant que directeur des ressources humaines, je me mets un peu dans le contexte, voilà, dans le contexte de l'armée. Et je l'ai même bien dit, l'armée est régie par des textes vraiment clairs et bien. C'est-à-dire, si vous lisez bien le statut des forces armées nationales ou bien vous lisez le statut de la police nationale, tout est bien fait. Mais nous sommes face à une nouvelle situation. Est-ce que cette manière de faire tient toujours face à ce problème? Surtout si on voit qu'il y a on n'arrive pas, on a l'impression qu'on n'arrive pas à venir à bout. Voilà, parce que chaque fois, il y a des militaires qui meurent, chaque fois, on apprend qu'il y a certains qui fuient. Voilà, chaque fois, ça nous fait mal. Parce que ces militaires, ces gendarmes, ces policiers, c'est notre fierté. Si on brise ce rempart, c'est-à-dire que nous devenons vulnérables. Laurent Kibora, nous venons à la dédicace de votre œuvre. Nous allons refaire un peu d'histoire. Quels sont les groupes terroristes qui écument la bande sahélo-sahélienne? Vous dites que tout serait parti de l'Algérie. Oui, effectivement, tout est parti de l'Algérie autour des années 1991, voilà, avec les élections législatives qui ont été annulées parce que les autorités en son temps avaient peur que le Front islamique du salut remporte les élections et installe un régime islamiste. Donc ils ont annulé les élections. Le Front islamique du salut, ils n'ont pas digéré cela. Voilà, le problème est parti de là. Et il y a beaucoup même de dirigeants du FIS qui ont été emprisonnés. Et de là est né le groupe islamique armé, le GIA, voilà, et puis le mouvement islamique armé. Donc c'est ces mouvements qui ont évolué pour devenir le GSPC. Voilà, le GSPC qui est le groupement de prédication pour le combat et le groupement salafiste pour la prédication et le combat. Et c'est ce groupe qui a fait allégeance à Al-Qaïda. Oui, Al-Qaïda d'abord. Donc ils ont fait allégeance à Al-Qaïda. Tout est parti de là. Et après cela, qu'est-ce qui s'est passé? Après cela, au niveau de la bande sahélo-saharienne, ils ont voulu étendre leurs tentacules. Voilà. Mais l'Algérie a réussi finalement à contenir ce phénomène, à repousser certains autres de son territoire. Il y a eu un accord certainement qui a permis à l'Algérie aujourd'hui d'être à l'abri de tout cela. Oui, on parle bien d'un accord. Nous sommes en droit de nous poser une question pour savoir pourquoi l'Algérie n'a pas voulu intégrer le G5 Sahel. Est-ce qu'ils avaient déjà des accords un peu souterrains avec les groupes djihadistes et terroristes? Parce qu'il faut le dire, l'Algérie, il semblerait que l'Algérie a des accords avec les groupes terroristes, voilà. Notamment avec Abdul Malek Drougdel, qui est un peu le patron de AQMI. C'est lui le patron de AQMI, donc il semblerait qu'il ait vraiment un accord de non-agression, voilà. Mais il faut souligner une chose, l'Algérie a été vraiment très stratège, parce que les autorités algériennes ont poussé les groupes terroristes à s'attaquer entre eux et à s'affaiblir. Ils ont infiltré notamment le mouvement islamique armé. Il y a beaucoup d'éléments des services de renseignement qui ont infiltré ce mouvement et ils ont tiré les ficelles de telle sorte à les amener à se combattre eux-mêmes. C'est cette raison qui les a affaiblis. Plus tard, c'est la crise libyenne qui a aggravé la situation avec la mort de Kadhafi et beaucoup d'armes ont circulé dans cet espace. Oui. Vous savez, dans la bande sahélo-saharienne, les frontières sont
poreuses. Les frontières sont poreuses. Donc, avec un conflit comme la guerre en Libye, cela ne pouvait qu'aggraver les choses. Et du coup, ces armes, ces munitions, ces véhicules roulants ont été récupérés par les groupes terroristes. Voilà. Ça, c'est un des facteurs qui a aggravé vraiment la situation sécuritaire au niveau de l'espace sahélo-saharien. En plus de cela, il y a des combattants qui sont allés combattre pour le compte de l'État islamique dans la zone de Sirte. Maintenant, quand ces combattants, à la fin de la guerre, quand ces combattants sont rentrés chez eux, ils sont devenus une menace. Voilà, ils sont devenus une menace pour ces pays-là. On a bien des exemples au Sénégal, au Mali, en Mauritanie. Bon, on va plutôt parler de ces mouvements. On parle d'AQMI, d'Ansardine, de MNLA, du Moujao, de Al-Mourabitoun, le Front de libération du Massina. Quelles sont les visées même de ces mouvements? Bon, parlant de visées de ces mouvements, il faudrait revenir sur la manière que ces mouvements sont nés. Vous savez, la plupart de ces groupes terroristes sont nés de conflits politiques. Ils sont nés de conflits politiques et ces conflits politiques tournaient autour de la question de l'installation d'un État islamique. Oui, les questions de califat. Voilà, les questions de califat. Oui. Par exemple, pour le dirigeant de Daesh, al-Baghdadi, qui a pris le titre de calife. Donc, tout est parti de là. Les visées de ces groupes, c'est premièrement installer des États islamistes. Deuxièmement, instaurer la charia. Troisièmement, lutter contre l'Occident, lutter notamment la France et les États-Unis et tous leurs partenaires. Et une petite parenthèse sur la question, parlant de l'Algérie, tout à l'heure vous avez parlé qu'il y avait un accord. Voilà, il semblerait qu'il y a eu un accord de non-agression entre l'Algérie et les groupes terroristes. Et il en est de même pour la Mauritanie. Voilà, il semblerait il aurait existé aussi un accord de non-agression entre les groupes terroristes et la Mauritanie. Mais actuellement, cet accord a volé en éclats. Voilà, suite à l'entrée de la Mauritanie dans le groupe du G5 Sahel. Donc pour dire ces gens, tous ceux qui collaborent avec l'Occident sont des ennemis à abattre. Donc leurs objectifs sont multiples. Tous ces mouvements semblent avoir un lien avec le Sahel, sauf Boko Haram qui est isolé, prenant sa source au Nigeria. Quelle est la spécificité de ce groupe? Oui, Boko Haram semble être différent des autres groupes terroristes du fait que son rayon d'action est surtout le Nigeria, le Cameroun et puis le Tchad. Voilà, le Tchad, le Niger. Voilà. Mais il faudrait reconnaître que Boko Haram n'est pas isolé du Sahel parce que Boko Haram entretient des liens avec certains dirigeants des groupes terroristes installés dans la bande sahélo-saharienne, notamment AQMI en Sardine, parce que il y a des soldats ou bien des combattants de Boko Haram qui seraient allés se faire former par AQMI et par Ansardine sur la fabrication des bombes artisanales. Donc Boko Haram a des liens avec le Sahel. Maintenant, la particularité, c'est le groupe le plus meurtrier. C'est le groupe le plus meurtrier. Avec des attaques où ce sont des dizaines de morts, avec l'enlèvement Ils s'en prennent aux civils. Voilà, ils s'en prennent aux civils. Voilà, ils s'en prennent aux civils. Et pour revenir sur leur idéologie, il semblerait qu'il existerait des divergences entre les principaux dirigeants de Boko Haram. Voilà, notamment Aboubakar Shekau et puis Al-Barnawi. Voilà, Barnawi, c'est le fils de Mohamed Youssouf qui est le fondateur de Boko Haram. Voilà, et cette divergence est sur 2 points. La définition de qui est musulman qu'on ne doit pas tuer et qui n'est pas musulman qu'on doit tuer. Et pour Aboubakar Shekau, toute personne qui reconnaîtrait une autorité occidentale, c'est-à-dire un système démocratique non musulman, est à abattre, qu'il soit chrétien ou musulman. Cela est reproché à Aboubakar Shekau. Et deuxièmement, il lui est reproché aussi une grande cruauté. Il semblerait que certains lieutenants de Boko Haram ont été assassinés en catimini par Aboubakar Shekau. Donc, ça, ce sont des points de divergence. Donc, ça fait la particularité de ce groupe qui est vraiment très meurtrier et très sanguinaire. On va revenir, Lokibora, on va revenir sur le cas spécifique du Sahel burkinabé. À qui avons-nous affaire? Parce que les Burkinabés ont découvert un nom, Malam Dicko, derrière les attaques dans la région de Djibo. Apparemment, la situation a connu une évolution rapide. Oui, au niveau du Sahel burkinabé, nous avons affaire à 2 groupes terroristes, c'est-à-dire Ansarul Islam, l'EGS, l'État islamique au Grand Sahara. C'est le premier est dirigé par Ibrahim Malam Dicko, qui semble-t-il serait mort et actuellement il serait remplacé par son frère cadet, voilà, Jaffa de son vrai nom Abdul Salam Dicko, dont le nom figure en tête
dans les 146 personnes que les journaux ont publiées, que le ministère de la Sécurité a publiées et qui sont recherchées. Donc, le premier groupe, c'est Ansarul Islam et le deuxième groupe, c'est l'État islamique au Grand Sahara dirigé par Al-Sahraoui, qui était un lieutenant, un compagnon de Bel Mokhtar, avant de faire défection en faisant allégeance à l'État islamique. Donc, la situation est allée très vite à ce niveau, compte tenu, pas que les services de renseignement n'ont pas joué leur rôle, mais que la situation sociopolitique a été favorable et propice pour que ces groupes puissent émerger. Je vous dis, depuis le régime de Blaise Compaoré, Ibrahim Malam Dicko était déjà sous surveillance à cause de ses prêches. Et une fois que nous avons connu le soulèvement populaire, les choses, vous savez bien que les choses ont changé. Voilà, les choses ont changé. Donc, on a perdu Ibrahim Malam Dicko. Les services de renseignement ont perdu Ibrahim Malam Dicko. Ils ont perdu ses traces. Ensuite est venue la transition. Et pendant la transition, il y a des fonds qui étaient alloués à Ibrahim Malam Dicko que le gouvernement de la transition a bloqué. Voilà. Et c'est là aussi Ibrahim Malam Dicko a très mal digéré ça parce qu'il s'en est pris un peu à des gens au niveau de Guibo. Donc je dirais que le terrorisme c'est un phénomène qui se nourrit des conflits. Et le conflit qui est né, ou bien la tension sociopolitique qui est née au lendemain de l'insurrection populaire, du coup d'État manqué, tout ça, ça a donné l'ouverture à ces groupes, voilà, qui étaient en gestation pour passer à l'acte. Vous parlez du second groupe? Voilà, le second groupe, ça c'est les GS qui ont vraiment comme prédilection la zone des trois frontières. Voilà, qu'on appelle le triangle de la mort. Et à l'heure actuelle, l'EGS est en train de faire son chemin. Ils sont en train de vouloir s'imposer aussi comme un groupe terroriste pour avoir beaucoup plus de terrain. Voilà, de terrain et aussi de grade par rapport à leur mentor. Et leur mentor, c'est l'État islamique. Voilà, et Ansarul Islam, son mentor, c'est Amadou Koufa. Voilà, c'est Amadou Koufa du Front de Libération du Massina. Et c'est avec Amadou Koufa que Ansarul Islam a formé ses hommes. Donc, c'est des groupes qui sont interliés entre eux. Beaucoup appellent à un dialogue. Est-ce que c'est une solution qu'il faut envisager? Oui, le dialogue, beaucoup de gens commencent à parler du dialogue. Même chez notre voisin malien, un sondage a montré que la majorité des Maliens sont pour le dialogue. Voilà. Cependant, moi, je pense qu'il faudrait aborder cette question avec beaucoup de prudence. Pourquoi? Parce que vous savez, dans un contexte de dialogue, quand on dit dialogue, il y a toujours des concessions. Est-ce que nos autorités, les États de la bande sahélo-saharienne, par exemple, les groupes terroristes disent qu'ils veulent instaurer un État islamiste. Est-ce que nos autorités sont prêtes à leur concéder cela? Ils disent qu'ils ne veulent plus de l'éducation occidentale. Est-ce qu'on peut leur concéder cela? Ils disent qu'ils veulent des circuits pour faire le trafic de drogue, qui est l'un de leurs revenus. Est-ce qu'on peut leur concéder cela? Ils disent qu'ils ne veulent pas voir un État collaborer avec la France, les États-Unis ou les pays occidentaux. Est-ce que nos autorités sont prêtes à rompre leurs relations avec ces puissances occidentales? Donc je dirais que c'est une question qui est très délicate. En plus de cela, il faudrait savoir est-ce qu'ils sont prêts à dialoguer? Est-ce qu'ils veulent le dialogue? Parce que vous voyez le cas, par exemple, de Boko Haram, le président nigérien a essayé le dialogue avec Boko Haram. Voilà, avec Boko Haram, mais Aboubakar Shekau a été fermement opposé. Donc, si vous revenez sur la question du dialogue, bon, je pense qu'il faudrait vraiment aborder la question avec beaucoup de prudence. Pour revenir sur le cas du Burkina Faso, est-ce qu'actuellement, la première priorité stratégique du Burkina Faso, est-ce que c'est de dialoguer? Est-ce que c'est pas au contraire de se réconcilier avec lui-même? Quand je dis se réconcilier avec lui-même, c'est quoi? C'est-à-dire à l'intérieur, voilà, entre fils et filles, voilà, entre anciens dignitaires et nouveaux dignitaires. Parce que le terrorisme, comme je l'ai dit, se nourrit des conflits. Voilà. Maintenant, en tant que stratège, mettez-vous à la place des terroristes, même si on peut le dire entre griffes que vraiment que le Seigneur nous en garde. Voilà, si vous êtes à la place de ces gens et vous voyez deux frères ennemis qui viennent chacun où vous avez eu des liens avec l'autre par le passé. Et il y a un nouveau aussi qui vient qui veut dialoguer. Si vous êtes stratège, vous allez les manipuler. Nous risquons de nous faire manipuler par ces groupes terroristes si nous ne sommes pas réconciliés entre nous. Il y a l'autre point, parlons du renseignement, qui doit être un fer de lance dans cette lutte contre le terrorisme. Et il est reconnu aussi que la participation des civils est attendue. Vous appelez à une collaboration des civils. Les civils peuvent compléter le renseignement classique.
il faudrait revenir sur la base. La base du renseignement, c'est quoi? Le renseignement, qu'est-ce que c'est que le renseignement? Si vous voyez les structures de renseignement dans le monde, ces structures-là, c'est pas une question de militaires, c'est pas une question de policiers, c'est pas une question de... Ce sont les civils. Si vous prenez la CIA, si vous prenez les services de renseignement britanniques, si vous prenez les services de renseignement israéliens, c'est piloté par des civils. Et le civil, il peut beaucoup passer inaperçu que c'est nos forces de défense et de sécurité. C'est-à-dire, pour eux, leur identité est déjà connue entre eux. Voilà. Même si ceux de l'extérieur ne savent pas, entre eux, ils savent qui travaille dans un service de renseignement et qui ne travaille pas. Et cela n'est pas bien, parce que leur identité doit être protégée. Donc, c'est pour cela que j'ai dit qu'il faudrait qu'on revoie un peu nos systèmes de renseignement. Il faudrait qu'on passe de la vieille école à la nouvelle école. Voilà. Et je dirais que peut-être l'ANR est en train de répondre à cet objectif. Dans le temps, on a expérimenté les CDR à l'époque avec les permanences dans les secteurs qui permettaient de veiller sur la révolution. Est-ce qu'aujourd'hui, ce système pourrait aussi apporter quelque chose? On a vu les corps qui sont nés aussi dans certaines localités comme structure de veille. Oui. Bon, il faudrait reconnaître que les contextes sont différents. Dans la période de la révolution, et cette période actuelle, le contexte est différent. Voilà, instituer des permanences, pour essayer de veiller à l'ordre un peu de la circonscription. Bon, il faudrait voir si c'est opportun. Voilà, parce que si c'est pratique, parce que les mentalités ont changé. Nous sommes un peu vers la fin de l'émission. Nous allons juste vous poser une dernière question. Les défis sécuritaires dans la bande sahélo-sahélienne, quels sont ces défis en ce qui nous concerne? Voilà, les défis sécuritaires dans la bande sahélo-saharienne, pour ce qui concerne le Burkina Faso, c'est d'abord mettre le pays à l'abri de cette menace terroriste, voilà, qui est en train de prendre de l'ampleur de jour en jour. Et c'est pour cela que j'ai dit, il faudrait réadapter notre système de défense à cette nouvelle donne. Voilà, ça c'est le premier défi. Voilà, le second défi, et je crois que c'est le plus grand défi, c'est la réconciliation. Voilà, nous devons tout faire pour ne pas créer un contexte où le terrorisme peut prospérer. Parce que s'ils arrivent à faire toutes ces actions, c'est qu'ils ont des complices à l'intérieur. Voilà. Donc pour moi, il faut une réconciliation. Ces militaires radiés, il faudrait revoir leurs questions. Les exilés politiques, il faut revoir un peu comment faire pour résoudre ce problème pacifiquement. Tous ceux qui ont perdu des biens lors de l'insurrection populaire, il faudrait revoir leur cas pour voir dans quelle mesure ils peuvent être dédommagés. Donc, je crois que les défis sécuritaires pour le Burkina en ce moment, c'est de faire rapidement face à la menace terroriste en restant soudé. Voilà, en restant soudé. L'autre solution aussi qui était proposée, c'est le G5 Sahel qui était vu comme une solution rapide. Dernièrement, le QG même du G5 Sahel a été attaqué. Est-ce qu'il y a de l'espoir en voyant un peu le cœur même de ce G5 Sahel a été frappé? Oui, le G5 Sahel actuellement nous est montré par les Occidentaux comme notre salut, comme notre porte de salut, comme ce qui va nous sauver. Voilà. Cependant, moi, je dirais, sans être pessimiste, il faudrait que nos États soient très prudents face à la force du G5 Sahel. Parce que vous savez, les Occidentaux ne jouent pas toujours franc jeu. Donc, il faudrait que nos autorités essaient de s'accommoder ces puissances occidentales en ne livrant pas leur pays pieds et mains liés entre les mains des Occidentaux. Voilà. Donc, pour revenir à la force du G5 Sahel, c'est une bonne initiative. Voilà. Espérons que ça marche bien. Espérons que ça réussisse à apporter les résultats escomptés, mais par prudence. Et il ne serait pas très, très, très sage de mettre tous ses œufs dans un même panier. Ça sera tout pour aujourd'hui. Nous allons dire merci à Laurent Kibora. Il est un spécialiste en management des ressources humaines, des forces de défense et de sécurité dans la lutte contre le terrorisme. Il vient de publier un livre, Action de développement du système local de sécurité. Quel type d'organisation pour les services de renseignement et les services antiterroristes? Ce livre, certainement, on peut l'avoir dans les librairies. Oui, dans les librairies Diakfa Jeunesse d'Afrique, mais sur le net aussi. De nous avoir suivis. En toute vérité, un grand entretien de Radio Burkina avec un invité spécial tous les samedis et rediffusé les dimanches.